Bonjour et bienvenue dans Y'a plus qu'à, le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui travaillent avec l'IA au quotidien. Ce podcast a été créé et soutenu par les équipes CGI en collaboration avec Orange Business Services. Je suis Guillaume Portman, responsable marketing énergie chez CGI. Je vous propose aujourd'hui de partir à la rencontre de Jérôme Laval, qui est account manager EDF chez Orange Business Services, et Benjamin Vatrin, architecte data senior chez Orange Business Services également. Nos deux experts accompagnent au quotidien les DSI et les acteurs métiers du secteur de l'énergie dans la modernisation de leurs plateformes data, l'industrialisation des cas d'usage et le déploiement de leurs projets IA. Dans cet épisode, nous allons dresser un état des lieux du déploiement de l'IA dans le secteur énergétique français. Nous allons présenter les principaux cas d'usage et des retours d'expérience concrets. Bonjour Jérôme, bonjour Benjamin, je suis ravi de vous recevoir pour ce nouvel épisode de Y'a plus qu'à. Bonjour. Avant de commencer notre échange, j'aimerais avoir votre sentiment à tous les deux. Depuis 3 ans maintenant, l'IA est sur toutes les lèvres. La révolution technologique est déjà bien enclenchée, les investissements sont massifs, les cas d'usage se multiplient chez nos clients. Selon vous, est-ce que c'est une tendance sur le long terme qui va véritablement révolutionner nos vies de professionnels, ou est-ce qu'on assiste à une bulle qui risque d'éclater, comme certains le prédisent déjà? Quelles sont vos convictions sur le sujet? Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on commence par une petite perspective historique. Je pense qu'effectivement, il y a un moment comparable à celui, ou quasi comparable à celui de l'arrivée d'Internet. À l'époque aussi, il y avait beaucoup d'engouement, des excès aussi, des spéculations, mais aujourd'hui, personne ne conteste que toute cette révolution a structuré durablement notre économie et nos modes de vie. Ça, on peut pas dire autrement. Cela étant, l'IA comme Internet dépasse le simple effet de mode. Elle s'impose déjà dans nos outils, dans nos quotidiens, dans nos usages privés et va bien au-delà. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de bulles, il y a beaucoup d'emballements quand on regarde les médias, même les spécialistes. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'IA. Donc déjà, on peut dire qu'il y a effectivement indéniablement une part de bulle aujourd'hui. Mais attention, il y a effectivement des annonces spectaculaires, des promesses parfois démesurées, des investissements à très court terme, voilà, et donc une forme de consolidation du marché. Mais comme pour la bulle internet, cette effervescence va aussi permettre d'accélérer la maturation du marché et les acteurs qui seront tirés parti de profit de cette réalité, donc, en sortiront renforcés. Et on distinguera effectivement des gros acteurs et voire des plus petits acteurs et certains effectivement pourront évoluer, un peu différemment en fonction, des intérêts qu'ils auront tirés de part et d'autre. Merci Jérôme, c'est très clair. Benjamin, même question? Même question. Alors, je vais compléter ce que dit Jérôme sur les aspects un petit peu plus impact métier. C'est clairement dans nos métiers, dans les métiers de la data, c'est clairement un impact profond. On est passé effectivement plutôt d'un aspect plutôt calculatoire, statistique, mais maintenant on a quand même des outils qui permettent de générer du contenu, de simuler des raisonnements et d'automatiser massivement des tâches qui n'étaient pas ou difficilement automatisables derrière. Ça a vraiment transformé la chaîne de valeur de la donnée. Ça rajoute une nouvelle couche. On va pouvoir mettre de l'IA dans tous les processus et ça va avoir un impact sur la chaîne de valorisation de la donnée, de la gouvernance, de la qualité de données, du traitement, du pilotage. On va devoir tout repenser, reconstruire ou compléter vraiment avec l'idée qu'on doit se préparer à accueillir l'IA et l'IA générative dans les systèmes. C'est vraiment un levier de performance dans la plupart des entreprises. C'est aussi un catalyseur d'un certain nombre de nouveaux métiers, le prompt engineering, même si effectivement, à peine créé, ce métier est déjà automatisable via l'intelligence artificielle, mais aussi tout ce qui va être des métiers dans le réglementaire, avec l'IA, dans la gouvernance de données, dans la gouvernance des modèles, dans l'aspect éthique, supervision des IA. Ça s'accompagne également d'un défi, d'une responsabilité, c'est de garder la maîtrise des données dans un milieu qui est de plus en plus concurrentiel, où on avait déjà des problématiques avec le Cloud Act aux États-Unis, avec de l'espionnage généralisé, avec des produits qui viennent de Chine. Donc c'est comment on maîtrise ces informations pour qu'elles ne fuitent pas, avec une IA qui va avoir des accès de plus en plus forts, et puis de garder en fait une IA éthique, souveraine et maîtrisée.
On se souvient tous des premiers tests des IA génératives qui se sont transformés en étant très rapidement totalement inefficientes. Donc du coup, ces éléments-là aussi, les biais sont les biais potentiels sont très importants et à gérer. Du coup, c'est vraiment pas simplement un nouvel outil qui arrive. Pour moi, on est vraiment dans une révolution industrielle et vraiment sans prendre avec toute la hauteur qu'on peut prendre dessus. C'est vraiment un nouveau outil qui change et qui doit être accompagné par un nouveau cadre de confiance, qui soit humain, réglementaire, technologique, pour vraiment profiter durement de ces éléments et pas faire n'importe quoi. Voilà, donc c'est une révolution qui est à la fois durable, mais aussi une bulle, effectivement. Quand Nvidia donne des milliards de dollars aux acteurs de l'IA pour qu'ils puissent acheter des chips qui viennent de chez Nvidia, effectivement, on est clairement dans une bulle financière. Par contre, l'apport technologique va être le plus important. Et comme le disait Jérôme, Internet, c'était une bulle. Pourtant, Internet est toujours là et c'est une structure absolument essentielle de l'activité économique de nos entreprises. Merci Benjamin. Prochaine question. Dans un marché de l'IA qui est finalement en phase de stabilisation, qu'en est-il plus précisément sur le marché de l'énergie? Est-ce qu'il y a des disparités dans les usages, dans l'adoption, que l'on soit producteur, que l'on soit gestionnaire de réseau? Quelle est votre opinion là-dessus? Alors tout d'abord, bon, l'IA n'est pas nouvelle en fait, hein, on faisait l'IA depuis déjà un petit moment. Certains appelaient ça de la data science, hein. Moi, on voyait ça aussi comme le stade le plus avancé de la data science, mais aujourd'hui, effectivement, on ne parle plus vraiment de data science, on parle d'IA, et le terme est des fois un peu écorné. En revanche, ce dont on est sûr, c'est que la maintenance prédictive et l'optimisation industrielle, on en faisait déjà beaucoup, et on en fait encore plus avec l'arrivée d'IA. Et donc, en fait, aujourd'hui, l'IA détecte, voire mieux, les dérives via le machine learning. Elle ajuste aussi les équipements en fonction de la production réelle et réduit les gaspillages, comme dans les usines, hein, où elle met en veille, en veille automatique des machines sous-utilisées. Donc toujours des gains de temps et un vrai ROI. Et puis elle touche aussi forcément à l'optimisation de la logistique et la fiabilisation des fournisseurs. Donc par exemple, détecter les meilleurs équipements. On peut compléter également sur cet aspect qui est très industriel, hein, de gestion industrielle des processus. On va avoir aussi tout ce qui va être optimisation. Donc l'intelligence artificielle est très forte dans ces gestions d'optimisation. Et dans l'énergie, ce qui va le plus intéresser les producteurs, c'est tout ce qui va être la gestion de smart grid. C'est-à-dire l'équilibrage entre des sources qui sont des sources d'énergie intermittentes et puis des sources continues. Et ça va devenir de plus en plus prégnant qu'on a une petite révolution qui arrive au-delà dans l'industrie, qui sont les voitures électriques, et donc du coup la possibilité à terme d'avoir des espaces de stockage électrique, ce qui n'était pas ou très peu le coup, et donc de pouvoir effectivement faire un petit peu de trading. Certains acteurs se sont déjà positionnés sur ce type de fonctionnement de trading, c'est-à-dire de pouvoir libérer et stocker de l'énergie en fonction de son cours et en fonction de ses capacités de production, d'effacement, etc. Donc ça, c'est sûr que ça va être extrêmement important et un usage qui va permettre d'optimiser l'ensemble des réseaux et derrière. Un dernier exemple dans la consommation de l'énergie, on peut travailler aussi autour du smart building, c'est-à-dire vraiment cet accompagnement de bout en bout des producteurs de l'énergie, à la fois dans la production, le trading et puis l'aide à la consommation, en tout cas la consommation intelligente, avec des capacités d'effacement par exemple, de tout ce qui va être capteur intelligent pour moduler les consommations énergétiques, que ce soit le chauffage, l'éclairage, les batteries bien évidemment. Tout ça dans une logique d'IT-OT, c'est-à-dire de pouvoir piloter à distance et de pouvoir laisser un système piloter à distance ces éléments pour pouvoir effectivement optimiser, baisser la facture des clients et puis en même temps réussir à équilibrer ce réseau, la production au réseau. Donc c'est vraiment, l'intelligence artificielle, c'est vraiment cette possibilité de traiter l'ensemble des processus de bout en bout, là où on avait des ruptures parce qu'on n'avait pas les outils pour pouvoir les gérer de bout en bout. Donc effectivement, beaucoup de cas d'usage dans le secteur de l'énergie. Il y a aussi des freins qui existent. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Alors, très bonne question. Il y a plusieurs freins. On en dénombre 3, bien sûr. Ils ne sont pas exhaustifs, mais ce sont, j'allais dire, les principaux freins.
Tout d'abord, il y a ce que je classerais dans les coûts et la disponibilité à la fois de l'énergie et de l'eau. Pourquoi? Parce que l'énergie est forcément nécessaire, et notamment les raccordements également, pour faire fonctionner les data centers, mais également l'eau pour les refroidir. Et ces deux jambes, j'allais dire, ces deux piliers, et donc sont forcément nécessaires pour entraîner les IA, sans compter les coûts du hardware. Une petite anecdote, on disait souvent que lors de la ruée vers l'or, ceux qui ont gagné de l'argent, ce sont celles et ceux qui ont vendu des pelles et des pioches. Bon, chacun appréciera. Et quelquefois, on pourrait peut-être se poser la question de savoir ceux qui gagneront également de l'argent, bien sûr les entreprises IT, mais peut-être aussi ceux qui sauront fournir de l'énergie. Voilà. On note également deux freins complémentaires. Le premier, c'est tout ce qui est question souveraineté et sécurité. On a vu effectivement très rapidement donc les entreprises américaines proposer un certain nombre de LLM et d'outils qui sont plutôt efficaces. Puis on va se retrouver en fait avec des LLM chinois qui commencent à monter en gamme aussi, et avec toute la problématique de se dire si j'utilise un LLM américain ou un LLM chinois, qu'est-ce qu'ils vont faire de mes données? Puisque du coup, dans le modèle économique de l'IA générative, ils récupèrent les résultats pour pouvoir réentraîner les systèmes. Ça s'ajoute également aux questions donc, de Cloud Act américain, qui fait que à partir du moment où vous êtes hébergé sur une plateforme américaine, vous êtes redevable d'un certain nombre de droits américains et ou de systèmes d'espionnage institutionnel qui seraient disponibles pour les entreprises américaines, et puis bien évidemment des risques juridiques avec une insécurité juridique croissante avec la situation politique aux États-Unis où on est en train de parler d'aller au-delà du simple hébergement, mais même si vous utilisez des technologies américaines, vous risquez d'être redevable du droit américain. Enfin, le dernier frein, c'est un frein réglementaire. Les Européens donc sont mis et ont publié une loi de réglementation qui est l'IA Act, qui permet de mettre plus d'éthique, plus de gestion dans la gestion des intelligences artificielles génératives. Simplement, elle est relativement jeune, elle est relativement récente, et donc du coup, on reste un petit peu dans le flou, puisqu'il n'y a pas de jurisprudence, donc avec un aspect dans les entreprises qui ont commencé à travailler autour de cet IA Act, de limiter en fait l'usage de l'IA générative, parce qu'ils ne savent pas s'ils rentrent dans telle ou telle catégorie de risque, et donc du coup, avec une peur, une crainte en tout cas de tomber dans un risque judiciaire qui serait important. Parlons un peu technologie maintenant. Benjamin, je me tourne vers toi. Quel type de techno, en fait, IA sont les plus matures aujourd'hui dans le secteur de l'énergie en particulier? Bien. On a vu effectivement les trois grands éléments, le prédictif, l'optimisation et l'IA générative. Ce qu'il faut bien comprendre, et on poursuivra peut-être un peu plus tard, c'est en gros les systèmes de production, les use cases vont être maintenant automatisés par trois grands éléments. C'est de l'optimisation de processus, donc on va avoir bien évidemment du RPA, donc de l'automatisation des tâches, qui est une technologie déjà ancienne mais qui a toujours toute sa place dans les éléments. L'IA et l'IA classique, donc que ce soit de l'IA statistique, de la classification ou de l'IA du machine learning. Et puis, bien évidemment, l'IA générative qui vient et qui apporte en fait sa valeur dans le fait qu'elle va pouvoir apporter une vision agentique, donc de l'IA agentique, et apporter le pilotage et l'interface intelligente de l'ensemble des éléments déjà existants dans les chaînes de production. Autre question, on le sait, l'enjeu pour nos clients, c'est de pouvoir calculer le ROI de l'IA. Ces investissements qui sont lourds. Il y a souvent un décalage entre, d'une part, les accélérations technologiques, le temps court, et l'adoption de ces technologies. Il y a aussi un principe de réalité chez nos clients. Ils ont un rythme industriel, il y a des contraintes liées aux conformités, au legacy, à l'inertie organisationnelle. Quels sont les cas d'usage à plus fort ROI que vous avez identifiés sur le secteur de l'énergie? Alors, sur les cas d'usage plus fort ROI, on va être vraiment sur tout ce qui va être optimisation des réseaux.
C'est vraiment le plus fort. Orange, en tant que gestionnaire de réseau, a fait des tests d'intelligence artificielle. On a réussi à faire 20% d'économie d'énergie rien qu'en traitant l'équilibrage du réseau. Donc on va se retrouver sur le même type d'usage sur les réseaux d'énergie derrière. Ça, c'est le premier élément. Et bien évidemment, derrière, chez un de nos clients de l'énergie également, ils ont mis en place tout ce système de smart green avec du trading d'énergie, donc cette capacité via des fermes de batteries de pouvoir faire du trading d'énergie, c'est-à-dire de pouvoir consommer et remettre de l'énergie derrière. Ce sont des exemples très concrets puisque ce sont des choses qui ont été très faites, mais il y a vraiment beaucoup d'éléments aussi dans tout ce qui va être maintenance et conception. Airbus, par exemple, a travaillé autour d'une chaîne de conception via la génération de modèles de pièces via de l'intelligence artificielle et un système agentique qui permet de traiter l'ensemble de la chaîne de production de leurs prototypes de bout en bout, avec bien évidemment toujours une vision humaine derrière, puisque du coup on ne remplace pas l'humain, on ne remplace pas les ingénieurs, mais vraiment cette automatisation des pièces et de la construction de leurs pièces et de leurs prototypes. Oui, donc de nombreux cas d'usage. Jérôme, Benjamin, merci. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Avant de nous quitter, si vous aviez un dernier message à adresser à nos auditeurs sous forme de conseils sur leur pratique de l'IA. Ben oui, tout d'abord, c'est même peut-être surtout du bon sens, c'est que l'IA soit toujours au service de l'humain et pas l'inverse. Quand on lit les quelques articles de presse, on peut se poser la question. Et surtout, et là c'est là où c'est important, c'est que ça reste dans un cadre éthique. Car effectivement, il est bien de traiter des sujets avec l'IA, mais encore faut-il que ça soit encadré. Moi, je vais rester sur un slogan qui est moins de passion, plus de raison. Quelques petites explications là-dessus. Il y a beaucoup de fantasmes autour de l'IA, de l'IA générative. Ça ne reste qu'un outil de statistique qui a des propriétés qui sont certes très intéressantes, mais ça reste un outil statistique et mathématique. Donc, moins de passion et plus de raison, ça sera le mot de la fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cet épisode d'IA Plus qu'à. Pour plus d'informations sur l'IA chez CGI et Orange Business Services, rendez-vous dans le descriptif de cet épisode. Abonnez-vous au podcast pour ne rien rater des prochains épisodes. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour parler gouvernance data et IA, feuille de route opérationnelle et méthodologie pour réussir le déploiement de vos projets IA.